Claude Killy d'abord, et puis aujourd'hui avec Tony Estanguet, et Guy Dru, ministre des Sports aussi. Donc il a passé par là. Émilie, rappelez-nous pourquoi, pour la première fois, on a désigné deux villes d'un coup. Eh bien parce que il y a eu énormément d'autres candidats qui d'un seul coup n'étaient plus candidats au jeu, et le CIO s'est dit bah voilà, il va peut-être falloir réformer un peu ce mode de désignation des villes pour les Jeux Olympiques. Et puis on s'est retrouvé avec d'un côté Paris et Los Angeles qui étaient candidates au départ pour 2024, et puis finalement cet été à Lausanne où était Corinne, eh bien le CIO a décidé de faire cet accord tripartite. Donc il parle d'une stratégie gagnant-gagnant-gagnant. Tout le monde gagne dans cette histoire, puisque Paris gagne les Jeux de 24, Los Angeles les Jeux de 28, et puis le CIO gagne aussi finalement une organisation déjà un petit peu prolongée. Aucune ville n'a travaillé pour rien, à construire pendant voilà, des années, des qui aboutit pas. Le suspense de l'été, Corinne, à un moment, c'est qu'on savait donc qu'on allait avoir les Jeux, mais à un moment, on ne savait pas lesquels. On pouvait aussi avoir 2028. Jusqu'à Lausanne, effectivement, où là, Barre dit, fait voter le CIO pour l'attribution simultanée de ces Jeux, mais sous condition que les deux villes se mettent d'accord pour que l'une prenne 2024 et l'autre prenne 2028. Paris restait sur ses ergots, c'est 2024 ou rien. On n'en voulait pas de 2028. Non. Et pourquoi on n'en voulait pas? Ils ont été... parce que pour un problème foncier, de futur bâti, sur des terrains qui n'auraient plus été disponibles pour 2028. À Saint-Denis, pour le village olympique, on ne pouvait pas attendre des années pour construire ce village. Le village olympique, puis vous avez aussi la piscine qui sera... C'est les deux grosses infrastructures, parce que 93 à 95% des infrastructures sont existantes pour les futurs Jeux de Paris. Mais pour revenir donc sur le CIO... On voulait 2024, donc il a fallu s'entendre avec le CIO et avec Los Angeles. Disons qu'après la négociation, elle était surtout avec Los Angeles. À partir du moment où Paris disait non, pour nous, ça ne sera que 2024. C'est un peu gonflé aussi, c'était un pari. Le CIO et donc Thomas Barr, qui effectivement, face à la cascade de désistement dont parlait Émilie, parce que vous avez Boston, Rome, Budapest, Hambourg, qui ont dit non, avec des référendums populaires à ce moment-là qui ont été faits, alors que Paris s'est bien gardé de le faire. Oui, évidemment. Et ce qui est intéressant de rappeler, c'est que Los Angeles et Paris, ce sont les deux seules villes qui n'ont pas fait de référendum, mais parce que ce n'est pas obligatoire, alors que dans les autres pays, c'était le cas. Donc voilà. Et donc pour revenir à cette stratégie du CIO, quand face à cette cascade de désistement, Thomas Barr, il voit qu'il n'y a plus que deux villes, effectivement, pour 2024, mais il se dit, mais vu la stature de ces villes, avec Paris et Los Angeles, je ne vais pas les faire s'affronter, parce que je vais en perdre une, et puis ça ne sera même pas pour 2028, elle ne reviendra pas pour 2028. Donc il a effectivement penser à cette double attribution à ce moment-là, en se disant il faut surtout éviter la confrontation et plutôt faire un gagnant-gagnant-gagnant auquel il a abouti et il a réussi. D'où ce faux suspense dans lequel vous avez assisté, Émilie Bonneau, mercredi soir. Fin juillet, c'est le 31 juillet de cette année où effectivement Eric Garcetti, qui est le patron pour Los Angeles de cette candidature américaine, dit le maire de Los Angeles. On prendra 2028 et donc laisse le champ libre à Paris pour 2024. Il ne restait plus que l'officialisation. Et donc on est tous allés ensemble, surtout vous, à Lima pour cette officialisation. Et alors derrière, il y a eu une grande fête dans un restaurant. Vous nous l'avez raconté le lendemain matin en direct dans le 8h. Pour beaucoup de monde ici, le meilleur moment, c'est quand Teddy Riner est monté sur scène en jean basket, pas de tenue officielle, mais rien de mieux que le judoka pour chauffer cette salle sur du Johnny Hallyday. Sur le bonheur, même les anciens comme Guy Dru ont dansé, et puis surtout, tous ont très bien mangé, car le chef Alain Ducasse, soutien de Paris 2024, n'est pas venu les mains vides. J'ai juste amené une collection de pâtés en croûte de Paris et des chocolats. Je trouve que l'idée que la France va vibrer jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024, je trouve que c'est une belle idée qui s'est concrétisée aujourd'hui, c'est une belle journée. Et le premier à se rapprocher du chef, c'est le patron du Comité Olympique International, Thomas Barr, pas forcément intéressé par le pâté en croûte. On verra, je lui ai demandé un verre de Bordeaux, mais il a insisté sur le champagne, alors je vais continuer à négocier. Et il reste toujours du champagne ici pour les derniers fêtards de Paris 2024, avant de reprendre l'avion tout à l'heure pour la France. Et c'est raté pour ceux qui pensent se reposer après cette longue journée historique. Teddy Riner prévoit déjà de se lâcher.
de se lâcher, et notamment dans l'avion. Hein, vous nous l'avez raconté, c'était prévu. Alors cet avion, vous l'avez pris, vous êtes rentré hier vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion? Alors, il y avait l'avion de la délégation qui n'était pas ouvert aux journalistes. Donc nous, on est rentré par le vol régulier juste après celui de la délégation de Paris 2024. Alors j'étais moi hier matin sur le tarmac à l'arrivée de cet avion, qui a d'ailleurs été accueilli par des lances d'incendie, un peu comme les bateaux pompes à New York. Oui, accueillent les paquebots qui arrivent, effectivement. C'était très sympa, très bon enfant, avec des petits yeux évidemment sur le tarmac. Alors Teddy Riner nous a confié effectivement qu'il avait un peu fait la fête, mais pas tant que ça finalement, parce que ils ont laissé beaucoup d'énergie dans l'autre fête. Voilà, dans l'autre fête, la fête qui a suivi l'officialisation. En revanche, c'est Michael Jérémias qui, paraît-il, c'est Bernard Lapassé qui me racontait ça, l'athlète paralympique, porte-drapeau des Paralympiques à Rio, qui a fait office de DJ et qui a mis une ambiance pas possible. Et Anne Hidalgo nous disait qu'effectivement, c'était un peu compliqué pour essayer de dormir. Mais comme ils savaient qu'ils avaient une longue journée encore hier, jusqu'à la célébration à l'hôtel de ville, tard dans la soirée, avec un joli concert retransmis en direct, eh bien, effectivement, il fallait garder encore un peu d'énergie. Alors, on l'a entendu dans vos reportages d'Émilie Bonneau, l'ambianceur, c'était Teddy Riner, l'immense judoka, mais le vrai patron, c'est Tony Estanguet. Ah bah oui, le vrai patron c'est lui, parce que il était coprésident du comité de candidature avec Bernard Lapassé, qui lui va s'effacer finalement sur les 7 prochaines années. Il va rester président honoraire du comité d'organisation, et c'est Tony Estanguet qui lui tout seul maintenant prend la main sur l'organisation de ces Jeux du centenaire. Et effectivement, il a passé 2 années à parcourir le monde entier pour pouvoir aller négocier, parce que malgré tout, c'était pas fait d'avance, ça s'est fait cet été seulement, de gagner ces Jeux 2024, et donc Bernard Lapassé l'a coaché jour après jour pour en arriver là. Et voilà donc comment Paris a gagné. Émilie Bonneau et Corinne Boulot sur ces Jeux Olympiques 2024 attribués à Paris, JO qui se veulent responsables et écologistes, avec 95% des sites qui sont déjà construits. Merci aux reporters d'Europe 1 qu'on continuera à entendre en 2018 tout au long de la semaine, et le samedi à 13h dans Tout Terrain. Marine Apruzès m'a aidé à préparer cette émission, Sophie Mallier l'a réalisée. Juste après les infos, ce sera à vous, Franck Ferrand. Bonjour. Bonjour Nicolas, nous avons rendez-vous au Canada dans un instant sur les traces d'une véritable aventurière. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Nous suivrons Jeanne Mans. Eh bien, tout de suite, juste après les infos, Franck Ferrand, et bon réveillon à tous. Oui, bon réveillon Nicolas. Samedi prochain, on rappelle simplement qu'on peut réécouter Tout Terrain en podcast sur europe1.fr. Vous êtes sur Europe 1, il est 14h. L'essentiel de l'actualité, c'est avec vous Laurence Dezellet. Bonjour Laurence. Bonjour Marlène, bonjour à tous. Du monde aujourd'hui sur les routes en direction des stations de ski. La journée est d'ailleurs classée orange sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et puisqu'on parle montagne, notez que la vigilance orange à la neige et au verglas est toujours activée sur les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. La Savoie est d'ailleurs également concernée par une vigilance orange aux avalanches. Pour monter ou descendre des stations en voiture, il faut vous équiper de chaînes ou de chaussettes anti-dérapage. Une retraitée de 76 ans retrouvée morte dans sa maison de Claye ce matin. Elle a été victime d'une coulée de boue qui a partiellement détruit son habitation. Heureusement, son mari et sa fille étaient absents au moment du drame. Du coup, une quarantaine de maisons aux alentours ont dû être évacuées par précaution. Les résidents ont été pris en charge par la mairie. Ces dernières heures, les précipitations ont été abondantes sur le département, ce qui explique que vers 9h, un amas de terre se soit écroulé en amont de l'habitation dévastée. Du nouveau dans l'enquête sur l'accident entre un car scolaire et un train le 14 décembre à Millas. Selon l'avocate de certaines familles de victimes qui s'appuient sur le rapport d'experts de la SNCF, tout fonctionnait correctement le jour de l'accident. Elle ajoute que ce jour-là, le TER avait 9 minutes de retard au moment de la collision. La conductrice du car aurait donc peut-être été surprise de voir la barrière fermée alors que tous les jours, elle la voit ouverte à cette heure-là, ce qui pourrait donc expliquer l'accident. En Russie, le président Vladimir Poutine a déjà présenté ses vœux aux autres dirigeants du monde. Selon le communiqué du Kremlin, Poutine appelle son homologue américain à une coopération pragmatique. Le président russe estime que le respect mutuel doit constituer une base au développement des relations entre les deux pays. Il ajoute que le dialogue russo-américain constructif est nécessaire pour renforcer la stabilité stratégique dans le monde.
On passe au sport avec du tennis et l'ancien numéro 1 mondial Novak Djokovic qui renonce finalement au tournoi de Doha qui va se dérouler du 1er au 6 janvier au Qatar. Il avait déjà annoncé qu'il serait absent du tournoi exhibition d'Abu Dhabi et ce en raison de douleurs persistantes au coude droit. On ne sait pas s'il sera présent à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem 2018 qui aura lieu à la mi-janvier. On termine avec un petit mot du temps prévu demain. Une nouvelle perturbation va s'étendre des Pays de la Loire jusqu'à la Manche. À l'avant, le ciel va se charger, la pluie devrait faire son apparition. Il faudra finalement aller dans le sud-ouest pour trouver du soleil. L'après-midi, cette perturbation va se décaler comme bien souvent d'ouest en est et la pluie devrait se renforcer. Partout ailleurs, normalement un temps sec avec beaucoup de douceur, très surprenant d'ailleurs en ce moment, surtout dans le sud-ouest. On attend par exemple 12 degrés à Lille et à Cherbourg, 13 à Strasbourg comme à Paris, à Lyon ou à Nice, 16 degrés à Bordeaux et à Marseille, 17 à Bayonne et 15 degrés à Perpignan. Europe 1, il est 14h03. Tout de suite, on retrouve Franck Ferrand avec son émission Au cœur de l'histoire. Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et pour finir cette année 2017 en beauté, vous avez décidé de nous emmener à Montréal, Franck. Bonjour, Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous partons en effet cet après-midi pour Montréal sur les traces de Jeanne Mance, véritable héroïne du grand siècle qui, venue de Langres, a contribué, on peut dire, à fonder cette grande cité québécoise. Pour mieux cerner son étrange destinée, j'ai convié à nous rejoindre le président de l'association Langres-Montréal. Il s'appelle Jean-Paul Pizel. Préparez-vous donc à traverser l'Atlantique et vous allez voir que des traversées, nous allons en faire un certain nombre avec Jeanne Mance. Lui fait rencontrer une jeune femme. Il est possible qu'elle en ait déjà entendu parler d'ailleurs de cette jeune femme. Elle s'appelle Jeanne Mance. Elle arrive de Champagne, elle arrive de Langres. Depuis plusieurs mois, cette demoiselle de 34 ans, une petite personne un peu frêle comme ça, est installée dans la capitale à la recherche de soutien et peut-être de conseils tout simplement. Si elle cherche de l'aide, cette Jeanne, c'est pour réaliser un projet au service de Dieu. Elle a l'intention de partir pour le Canada, cette contrée éloignée où des Français sont installés, particulièrement à Québec, sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Jeanne ne sait pas précisément ce qu'elle va aller faire là-bas, mais elle sent qu'elle pourrait bien s'y rendre utile. Madame de Bullion la trouve agréable, elle l'écoute attentivement, on pourrait presque dire qu'elle est séduite, et d'ailleurs elle va lui proposer, à cette jeune Langroise, elle va lui proposer de la rencontrer de nouveau. Jeanne, il faut vous le dire, a l'air très sincère, elle possède un certain charisme, elle est bonne chrétienne. Madame de Bullion finit par lui proposer de lui donner les fonds nécessaires à la fondation d'un hôpital de l'autre côté de l'océan, et soudain, pour Jeanne, on peut dire que tout devient concret. Après un délai de réflexion, elle décide de se lancer. Son incroyable aventure peut commencer. Alors, dans un premier temps, de Paris, il faut qu'elle se rende au bord de la mer, à La Rochelle, où elle rencontre Jérôme de la Dauversière, un homme qui lui aussi est très intéressé par le Canada. Ils sont faits pour s'entendre. La Dauversière pense avoir reçu un appel divin pour aller fonder une mission auprès des Amérindiens sur l'île de Montréal, un lieu qui se trouve très en amont de Québec, dans la vallée du Saint-Laurent. Son projet est déjà bien avancé. Il a créé une société pour porter un tel projet, la Société de Notre-Dame de Montréal. Il a acquis la propriété de l'île et même il a trouvé un jeune noble pour mener l'expédition, pour fonder même une mission. Le jeune homme en question s'appelle Paul de Chaumeday.
Il ne lui reste qu'à recruter, je cite, une fille ou une femme de vertu assez héroïque et de résolution assez mâle pour venir dans ce pays prendre le soin de toutes ces denrées et marchandises nécessaires et pour servir en même temps d'hospitalière aux malades ou blessés. On se demande ce qui peut bien animer tous ces gens qui vont essayer d'aller servir Dieu comme ça dans ces terres qui sont de véritables terres de mission. Alors Jeanne est la candidate idéale, évidemment. Bien sûr qu'au début elle est un petit peu hésitante et le moins qu'on puisse dire est que la charge a de quoi impressionner, mais il ne faut pas beaucoup de temps pour la convaincre. C'est là-bas, c'est sur cette île, dans le cadre de cette mission, qu'elle va donc créer l'hôpital que lui a proposé de fonder Madame de Bullion. Les deux projets, vous voyez, s'emboîtent l'un dans l'autre, si je puis dire, comme s'il s'agissait d'une œuvre de la Providence. L'affaire ne traîne pas. Le 9 mai 1641, deux bateaux s'éloignent du port de La Rochelle, direction la Nouvelle-France. Jeanne se trouve sur un des deux bateaux, Paul de Chaumedet sur l'autre, et il y a toutes sortes de colons, il y en a même qui vont partir de Dieppe. Pour Jeanne, pour cette fragile Langroise, c'est un saut vers l'inconnu, mais elle l'a voulu, elle a attendu ce moment depuis tellement longtemps. Je pense, on peut imaginer en tout cas qu'elle se sente à sa place. La traversée de l'Atlantique est éreintante. À son arrivée à Québec au début du mois d'août, Jeanne peine à voir et certains se disent que déjà faible de constitution, elle aura laissé dans cette traversée ses dernières forces. Eh bien, il ne faut jamais enterrer trop tôt les gens très résolus. En vérité, Jeanne, qui fait peine à voir, va s'accrocher. Elle ne se laisse pas abattre et peu à peu, on voit ses forces lui revenir. En fait, elle a un autre motif d'inquiétude, c'est le bateau de Paul de Chaumedet qui, lui, n'est pas arrivé. On cherche à savoir ce qui s'est passé, on n'en sait rien. Il faut attendre et les jours passent et les semaines. Et enfin, pointe des voiles à l'horizon, c'est le soulagement. À Québec, le projet de fondation sur l'île de Montréal ne déclenche pas d'enthousiasme, il faut le dire. Les autorités de la ville trouvent l'idée irresponsable. Il faut dire qu'il y a des tribus iroquoises qui menacent ces fondations de toutes parts. De toute façon, il faut attendre le retour des beaux jours. Mais ni Jeanne, ni Paul de Chaumedet ne renoncent. Ils vont mettre à profit les mois d'attente qu'on leur impose. Voilà ce que nous raconte Françoise de Roy-Pinault. Un atelier de charpenterie est organisé et prépare du bois de construction pour les futures maisons et la fabrication de grandes barques. Jeanne répartit outils, vêtements et vivres. Elle veille à l'organisation. L'un constate que Damoiselle Mance conseille le sieur de Chaumedet, qu'elle commande dans la maison, que les ouvriers s'adressent plus souvent à elle qu'à lui, qui n'en pense rien de mal. En mai 1642, des embarcations bien chargées quittent donc Québec et pour remonter le cours du feu du fleuve, bien entendu, sur les 50 lieues qui doivent mener à cette île de Montréal tant attendue, tant espérée. Beaucoup de travail attend les quelques dizaines de pionniers qui ont pris cette destination, beaucoup de travail et quelques aventures.
Jeanne Mance, cet extrait de la compilation musicale, ou plutôt du voyage musical proposé par Daniel Scott, Montréal, mon amour, mon histoire. Franck Ferrand vous emmène lui aussi sur les traces de Jeanne Mance, cette Langroise qui rejoint en 1641 une expédition en partance pour le Canada, alors ça on vient de le vivre. Son but c'est de participer à la fondation d'une mission sur l'île de Montréal, à 50 lieues au sud-ouest de Québec. Alors après de nombreux événements... Ça fait, vous multipliez par 4 environ, donc ça fait environ 200 km, ouais, un petit voilà, peu moins. 200 km. Alors après de nombreux événements, les aventuriers arrivent enfin à destination, c'est en mai 1642. Alors avant de savoir comment ils sont sortis, comment tout ça s'est passé, je me demande quand même si cette Jeanne Mance, elle avait des liens déjà avec le Canada avant de partir. De petits liens, disons qu'un de ses grands-oncles a été missionnaire au Canada, donc ça compte, ça avait lieu quelques décennies plus tôt, mais quand même, et puis surtout elle a un cousin jésuite qui est parti, un missionnaire, qui est parti en 1640, et Jeanne décide de partir elle aussi au moment où un autre de ses cousins lui parle d'une femme, une laïque, qui s'appelait Madame de la Pelletrie, qui s'était rendue en 1639 au Québec également pour créer une école. Vous voyez, donc il y avait une idée, l'idée était dans l'air, si je puis dire. Et d'ailleurs, quand elle va arriver en Nouvelle-France, Jeanne fait la connaissance de Madame de la Pelletrie. Elle se découvre un certain nombre d'affinités. Madame de la Pelletrie décidera même de rejoindre l'expédition qui se rend sur cette île de Montréal. Alors, dès l'arrivée sur le site choisi, la soixantaine de colons, il faut imaginer un tout petit groupe, ils se mettent au travail pour bâtir un village entouré d'une palissade. Le village, on l'appelle Ville-Marie, et bien sûr, il faut procéder par priorité. La première chose, c'est de survivre, et donc de préparer l'hiver. On sait que l'hiver est extrêmement rigoureux dans cette contrée, donc il faut se préparer, bien entendu. Les premiers mois se passent plutôt bien. On attend en vérité les autochtones, et ça, pour ça, il faut bien comprendre l'état d'esprit des missionnaires en général, et notamment de ceux de cette époque. On est très loin de notre relativisme religieux. À l'époque, aux yeux de ces gens, soit vous êtes bon chrétien, bon fidèle, et votre âme est sauvée, soit vous ne l'êtes pas, et votre âme est damnée. Et donc, c'est rendre service aux gens que de les convertir, c'est sauver leur âme, tout simplement. Donc pour eux, ils sont convaincus au plus profond de leur être, ils sont convaincus que c'est nécessaire, c'est un bien, et donc ils se donnent à cette grande mission. Et lorsqu'ils voient un certain nombre d'Amérindiens qui viennent vers eux, ils sont tout contents. Alors Jeanne va bientôt pouvoir bénéficier d'une bâtisse où elle installe des malades et des blessés. Voilà l'hôpital, voilà l'hôpital qu'avait voulu Madame de Bullion. C'est à Noël qu'apparaît la première grosse difficulté de la saison, alors que le froid s'est déjà depuis un moment installé. Les températures se mettent à remonter et la fonte du manteau neigeux dans les altitudes, et la fonte des glaces, a pour conséquence une véritable inondation. Ville-Marie est envahie par les eaux. Françoise de Roy-Pinot raconte: tous se rassemblent dans la grande maison qui sert de chapelle. On célèbre la messe de minuit dans la tente, le souffle coupé, attentif au clapotis des flots qui montent. Paul de Chaumedet formule alors un vœu: il ira planter une croix sur la montagne si l'on demeure à l'abri. Or, l'eau se retire. Le jour des rois 1643, une procession se déroule donc. Paul de Chaumedet conduit cette procession, une croix sur l'épaule, une croix qu'il ira planter au sommet du Mont Royal. Depuis quelques mois, on se préparait, et bien cette fois la fondation est faite, si je puis dire. Et un autre danger qui va se confirmer un petit peu plus tard sont les attaques des populations locales, les fameux Iroquois justement. Selon les relations créées avec les diverses tribus et au gré des conflits entre les différents groupes, les lieux d'implantation français sont plus ou moins pris pour cible, et il y a des moments où le conflit devient aigu. Au printemps 1643 notamment, Ville-Marie connaît ses premières pertes humaines. On découvre des hommes qui ont été scalpés. Imaginez l'effroi de Jeanne et de ses compagnons. Il faut néanmoins les soigner, ces hommes scalpés. Les blessures sont très impressionnantes. Jeanne doit faire face, et sa volonté est plus grande, plus forte que tout, même si elle connaît des périodes de doute. Les Amérindiens qui étaient alliés de ces missionnaires ont déserté, et dans le groupe on commence à se demander si on ne devrait pas déménager d'une certaine manière, et Jeanne se demande si elle ne devrait pas installer son hôpital dans un autre lieu, un peu plus au contact, où elle serait plus utile d'une certaine manière.
les hésitations vont s'estomper puisque les Indiens vont finir par revenir avec le soutien de Madame de Bullion. Donc la construction de l'hôpital s'achève en 1645. On peut imaginer la joie de cette jeune Langroise qui est arrivée au bout du monde à ses fins, qui a accompli son vœu. C'est tout à fait extraordinaire. Le bâtiment est construit hors les murs de Ville-Marie, ce qui n'est pas sans danger, parce que les conflits avec les Iroquois ne tardent pas à reprendre, dans ce qui devient de plus en plus une colonie, il faut bien dire. On doit se montrer de plus en plus prêt à se défendre. Les années passent, Jeanne a des craintes. En France, le soutien dont bénéficie Ville-Marie a l'air de faiblir un peu, un certain nombre de bienfaiteurs meurent, la société qui avait été créée avant le départ de tous ces pionniers, évidemment cette société elle n'est plus aussi solide, il faudrait pouvoir en France même remobiliser les gens, et c'est ce que se dit Jeanne. Elle se dit, il faut que je retraverse l'océan, il faut que j'aille là-bas, leur dire, ragaillardir un peu les ardeurs. En 1649 donc, la voilà qui s'embarque de nouveau. Quand elle arrive de ce côté-ci de l'océan, on est en pleine fronde. Inutile de vous dire qu'on a d'autres chats à fouetter, on est en pleine guerre civile. Jeanne pourrait renoncer cette fois, elle pourrait dire, bon, ben, finalement, nous n'y arriverons pas. Non, 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 non. Vous l'aurez compris, cette jeune femme n'est pas de celles qui renoncent. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour, c'est Patrick Cohen. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Faut bien dire que parfois l'actualité n'est pas très légère. Alors ces fêtes de fin d'année, c'est l'occasion de s'amuser, de se retrouver autour d'une bonne table avec des proches, des amis. Occasion de refaire le monde autour de quelques disques bien choisis et de quelques verres. Mais ces quelques verres peuvent être mortels sur la route. Et si on proposait à nos amis de les garder aussi pour la nuit, pour continuer la conversation le lendemain matin au petit déjeuner? Parce que quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous responsables. Le foie gras du Sud-Ouest avec Cyril Lignac. Cyril, pourquoi tu dis toujours divin foie gras du Sud-Ouest? Mais parce que c'est divin. Et puis foie gras, ça va avec Sud-Ouest, c'est comme ça. Foie gras, c'est le prénom, Sud-Ouest, le nom, et le du, c'est la particule, la noblesse du produit. IGP Canara Foie Gras du Sud-Ouest, Salos, Gascogne, Gers, Nantes, Périgord, Quercy, c'est écrit, c'est garanti. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Occitanie. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et ça tombe très très bien. Par exemple, si vous entendez parler d'un nouveau forfait avec appel SMS MMS illimité, plus 3 gigas d'internet pour 9,95 € par mois sans engagement, et au choix bloqué ou non bloqué, vous vous direz sûrement, ah, ça c'est Réglo. Eh ben oui, c'est Réglo, mobile. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions consultables sur le site. Leclerc. Nous raconter le parcours et le destin d'une femme incroyable cet après-midi. Elle s'appelle Jeanne Mance et elle est la cofondatrice de Montréal. Et elle ne baisse pas les bras. 1649, on l'a vu, elle revient en France. Oui, mais 1650, automne 1650, elle est de retour. Elle repart à Montréal. Elle fait déjà 4 traversées là. Madame de Bullion est toujours un appui, bien entendu. La société qui soutient Ville-Marie s'est un petit peu remontée. Et notamment, elle bénéficie d'une figure prestigieuse, Jean-Jacques Ollier, le fondateur de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Cependant, vous comprenez bien donc la dimension religieuse de cette mission, c'est fondamental. À Ville-Marie, les nouvelles ne sont pas bonnes. La colonie perd des habitants, il y a des défections. La survie, il faut dire, la survie de cette fondation devient incertaine. Et il est vrai que les mêmes scènes terribles auxquelles on a assisté, je suis passé très pudiquement, vous aurez remarqué sur tout ça, mais ces scènes se renouvellent constamment et encore des personnes enlevées, massacrées, scalpées. C'est quand même difficile de s'habituer à tout ça. Un jour, comme le relève Françoise de Roy-Pinot, Jeanne écrit: il ne se passe point de jour qu'on ne découvre quelques embûches ou qu'il n'y ait quelque alarme. Ils nous environnent et tiennent de si près nos maisons qu'ils ont toujours quelques espions à l'abri de quelques souches. L'hôpital est éloigné de secours et ne peut être assisté de la nuit. Il pourrait sans grand effort ou brûler ou prendre la maison où je suis et tout ce qu'il y a dedans. Il arrive que Jeanne doive vivre à l'abri dans le fort de Ville-Marie, et à ce moment-là, son hôpital est un petit peu laissé à l'abandon dans les combats.
Tout ça ne peut pas durer, il faut trouver de nouveau de l'aide, il faut recruter des combattants, etc. L'argent manque cruellement. Jeanne se dit qu'elle peut agir. Si Madame de Bullion est d'accord, elle pourrait utiliser l'argent voué à l'hôpital pour la protection de Ville-Marie. C'est intéressant de voir souvent comment les missions évoluent, entre nous soit dit. Paul de Chomedey part pour la France, afin à nouveau d'y chercher du renfort. On l'attend longtemps, on s'inquiète, c'est très dur.